Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de logique d'alliance, d'alignement, de bouleversement au sein de la logique de communauté internationale. Nous allons voir qu'il y a trois types d'acteurs, les acteurs occidentaux, les acteurs d'un ordre alternatif et les acteurs non alignés. La première moitié de 2022, vous le savez, on ne cesse de le répéter, c'est le tournant en Ukraine qui a l'effet d'un accélérateur sur la géopolitique et qui entraîne des changements d'ambition diplomatique profonds. Seul le temps dira si ceux-ci se concrétiseront ou non. Et cette année qui se termine bientôt a aussi vu une série de sommets majeurs. En l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est le sommet du G7 et le sommet des BRICS. Au milieu du conflit russo-ukrainien, de la flambée de l'inflation à l'échelle mondiale, la crainte d'une crise alimentaire, tout cela après la pandémie des années précédentes et surtout ses conséquences économiques et ses restrictions. Les dirigeants sont en train d'entamer sérieusement un processus de refonte des alliances économiques et de remodelage de l'ordre mondial pour les années à venir. Comme beaucoup l'ont souligné en commentaire, nous n'utilisons pas que des sources francophones pour réaliser nos vidéos. En réalité, une majorité de nos sources sont de langue anglaise et permettent ainsi d'avoir accès à des chercheurs et de l'information à l'international. La langue anglaise est obligatoire aujourd'hui dans le domaine de la géopolitique et c'est pourquoi nous remercions Cambly, le partenaire de cette vidéo. Cambly, c'est une plateforme éducative qui permet de prendre des cours d'anglais en ligne auprès de tuteurs natifs anglophones. La grande force de Cambly, ce sont bien sûr ces tuteurs auxquels vous avez accès dans presque toutes les matières, anglais commercial, littéraire, professionnel ou simplement de l'anglais de la vie de tous les jours. Le gros avantage de Cambly, c'est la flexibilité, autant au niveau de l'accent de votre tuteur qu'au niveau de votre planning, puisque vous pouvez organiser vos cours en ligne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec le tuteur de votre choix. Si vous voulez être à l'aise en anglais pour des opportunités de travail avec des collègues internationaux, si vous préparez un examen, un voyage, peut-être une expatriation, Cambly c'est le partenaire le plus flexible et efficace que vous pourrez trouver pour vous familiariser avec la langue et parler anglais correctement et rapidement avec des tuteurs qui sont à votre écoute et qui sont là pour vous aider. Avec notre offre spéciale partenaire, vous avez accès à 15 minutes gratuites pour tester la plateforme, mais aussi à une réduction exceptionnelle de 60% sur l'abonnement de 12 mois. Le lien vers cette offre est disponible en description de cette vidéo et en top commentaire. L'apprentissage de l'anglais est un excellent investissement personnel, il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas avec Cambly. Alors tout d'abord, on va commencer par l'alliance la plus simple à traiter. Il s'agit du fameux G7, le groupe des 7 qui est composé du Canada, de la France, de l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis ainsi que l'Union européenne. Sa structure est très simple, ce sont les nations qui se caractérisent par le régime politique commun, c'est-à-dire la démocratie, et qui sont les vainqueurs de la guerre froide, ou en tout cas dans le camp des vainqueurs. Alors depuis le lancement de l'opération russe en Ukraine le 24 février 2022, ces pays se sont coordonnés pour soutenir Kiev de diverses manières, les principales étant les sanctions économiques, l'embargo sur la Russie, la livraison d'armes à l'Ukraine et l'influence sur la diplomatie internationale. L'effet en contrebalancier, ça a été que les sanctions et les contre-mesures russes ont contribué à faire grimper les prix de l'énergie, ce qui a impacté encore plus l'inflation qui était déjà élevée et qui est en train de créer de graves risques sociaux et économiques dans une grande partie de l'Europe. Europe qui dépendait fortement de l'énergie en provenance de la Russie. Vous connaissez ce narratif depuis le temps. Alors la montée aussi des prix de l'engrais place également les agriculteurs dans une situation délicate. Les prix élevés de l'énergie et des engrais affectent en plus l'outil de production, enfin plutôt ce qu'il en reste en 2022, c'est-à-dire en Europe principalement l'industrie allemande. Et face à l'ampleur des crises qui se profilent, le G7 réalise des solutions coordonnées, en tout cas c'est ce qu'il voudrait faire et c'est ce qu'on retrouve à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les États-Unis font fonctionner leur réseau diplomatique pour diversifier et remplacer les ressources énergétiques russes en Europe. Ensuite, la France livre par exemple 10% de ses importations en GNL à l'Allemagne pour faire tourner l'industrie allemande et en retour l'Allemagne livre de l'électricité. Les États-Unis et l'Union européenne mettent en place des plans de financement réguliers pour soutenir économiquement l'Ukraine, qui a besoin de plus de 55 milliards de dollars pour rembourser son déficit. Il y a eu aussi un embargo sur l'or, par exemple, avec l'interdiction des transactions liées à l'or qui impliquent la Russie, le plafonnement des prix du pétrole russe, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce qu'on pense de ces mesures ou de leur efficacité, elles sont bien présentes. Et elles ne sont possibles que grâce à une chose, c'est ce format d'alliance
que l'on apprécie ou pas, mais en tout cas qui fonctionne dans le cadre de l'Alliance. Et je parle bien du point de vue du G7. Il fonctionne parce que les pays en son sein ont décidé de prioriser l'intérêt de leur alliance au détriment de leur intérêt national. Et c'est là tout le contraire de la mentalité d'alliance au sein des BRICS et en plus au sein des pays non alignés qu'on verra tout à l'heure. Car si le G7 fonctionne, il n'est pas non plus seul dans le monde. Il a besoin de soutien, il a besoin d'alliés qui puissent soutenir sa politique, qui puissent réduire par exemple sa dépendance à l'énergie russe, lui fournir des matières premières, des ressources, de l'alimentaire, etc., etc. Et c'est pour ça que lors du sommet du G7 en Allemagne en 2022, ont aussi été invités l'Argentine, l'Inde, l'Indonésie, le Sénégal ou encore l'Afrique du Sud. Et dans un communiqué, les pays du G7, c'est-à-dire l'Occident, ont annoncé leur intention de poursuivre des partenariats dits de transition énergétique avec les pays invités, ce qui indique en fait qu'une partie des pays invités pourrait aider le G7, ou l'Occident, c'est presque un synonyme, à ne plus dépendre de l'énergie russe. Et en attendant, l'Allemagne et le Sénégal discutent également des moyens d'explorer et de développer conjointement les réserves de gaz naturel du Sénégal. L'Argentine a officiellement proposé de devenir un fournisseur de substitution stable et fiable au gaz russe à l'Europe et de nourriture. Et l'Inde également a annoncé la relance des négociations de libre-échange avec l'Union européenne après un gel de près d'une décennie. Alors ces pays que le G7 démarche, ils ne le font pas gratuitement ou par solidarité. En retour, ils attendent généralement des investissements en échange de leur contribution auprès des puissances du G7. Par exemple, la plupart des réserves de gaz de l'Argentine ne sont pas exploitées, et l'Argentine a besoin d'investissements importants pour tenir ses promesses. Il lui faut donc des infrastructures, organiser tout le canal de l'extraction du gaz jusqu'à son acheminement. On a aussi par exemple le cas de l'Inde, on avait fait une vidéo entière sur le sujet. L'Inde n'a pas condamné la Russie sur le conflit en Ukraine. L'Inde, elle met simplement en avant son intérêt national et voit dans le besoin du G7 une opportunité qui va lui apporter des débouchés pour ses exportations et des investissements pour son développement national. Et là, on va faire une transition douce vers les non-alignés, c'est-à-dire que toutes les puissances n'ont pas choisi leur camp et ne veulent pas choisir leur camp. Il faut aussi prendre en compte que l'ONU est un terrain où d'autres courants se retrouvent et que la confrontation se fait sur le terrain diplomatique entre plusieurs façons de penser l'ordre international. Et c'est là qu'on va aborder maintenant cette fameuse alliance entre guillemets, en tout cas ces pays non alignés. Car l'Occident, il recrute des alliés. La Russie fait de même, mais la tâche est beaucoup plus compliquée pour le cas de la Russie puisque son poids économique, militaire et sa proposition de valeur n'est pas nécessairement dans l'intérêt de tous ces pays. La Russie a tenu par exemple son forum économique international à Saint-Pétersbourg qui a rassemblé des dirigeants gouvernementaux et des chefs d'entreprise qui étaient intéressés de travailler avec la Russie. Mais le forum comprenait toujours des personnalités de premier plan, autant de l'Union économique eurasienne, ainsi que par exemple la Chine, l'Inde, le Venezuela, la Serbie, Cuba, etc. Au cours de l'événement, il y a le président kazakh, Tokayev, qui a fait la une des différents journaux lorsqu'il a déclaré que le Kazakhstan ne reconnaîtrait pas les républiques ukrainiennes séparatistes de Donetsk et Louhansk. Il a également déclaré que la plupart des pays non membres du G7 préféraient ne pas choisir de camp, tout en affirmant que la Russie avait beaucoup à offrir aux pays amis. En fait, Tokayev, le président du Kazakhstan, en une phrase, il a résumé la pensée de la majorité des pays de la communauté internationale, c'est-à-dire celle de ne pas s'impliquer plus que nécessaire dans ce conflit en cours, ni face à l'Occident, ni face à la Russie, c'est-à-dire une politique de non-alignement. Alors quand on parle de non-alignement, il faut savoir qu'il existe un véritable mouvement non-aligné. Ce mouvement, il a été fondé à la fin des années 50 par des personnalités importantes de l'histoire, par exemple Nasser, Tito, Sukarno ou encore Nehru. Vous vous rendez compte qu'il s'agit de pays en développement sur la scène internationale. Le mouvement regroupe plus de 50% de la population mondiale et les 2/3 des États présents aux Nations Unies. Alors cependant, le mouvement a peu de cohésion. Il ne fait pas bloc comme le G7, ni même comme l'OTAN, mais il est bien présent. Cette mouvance non alignée, même si elle a peu de moyens de pression et d'influence, elle en aura de plus en plus à mesure que ces pays gagneront en importance. Et le but de l'Alliance occidentale, donc du G7, de l'Occident, c'est de contraindre le plus de pays à isoler la Russie. Et inversement, le but de la Russie, c'est de conserver ses liens économiques
et diplomatiques avec ces pays. Et notamment en ce moment, vous savez qu'il se passe des choses très intéressantes entre la Russie, les plans de développement au Moyen-Orient, le passage par le Caucase, etc. Ça, on en avait parlé dans notre vidéo sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et par exemple, cela se retrouve dans le discours officiel, notamment celui de Vladimir Poutine, dans son discours lors de l'annexion des 4 oblasts il y a quelques semaines. Le président russe a énormément abordé notamment la thématique anticoloniale, qu'il faut comprendre comme étant de l'anticolonialisme historique, mais aussi moderne. Et cela pour séduire justement ce mouvement non aligné qui est composé d'une majorité de puissances qui se sont libérées du joug colonial. Néanmoins, ce discours, il était puissant symboliquement pour ces pays, mais il n'est pas sûr qu'il soit suivi de résultats concrets, puisque ce sont les puissances occidentales jusque-là qui sont encore les plus gros investisseurs dans le monde, qui ont une proposition de valeur plus séduisante que la Russie, et ces pays, justement, ces pays non alignés, ont besoin d'investissements pour leur développement. Donc je pense que vous commencez à comprendre, le but de cette vidéo, c'est de montrer justement la complexité des relations entre ces différentes alliances. Et maintenant, on va aborder la thématique des BRICS. Donc les BRICS, c'est un mouvement qui a été créé notamment pour contrebalancer l'influence du G7 en 2006. Il est composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Et dans le contexte actuel d'accélération de la géopolitique, le mouvement des BRICS est bien sûr revenu sur le devant de la scène. La Russie essaye de transformer ce format vers une alliance plus profonde, puisque la Russie est maintenant devenue plus dépendante de ses alliés au niveau des BRICS, puisque l'Occident lui a fermé la porte, et la Russie essaye de porter un nouveau format qui, par exemple, dans un horizon de temps long, pourrait rivaliser économiquement et militairement pour peser, tout comme le G7, dans l'ordre international. Cette démarche proactive de la Russie, elle séduit par exemple la Chine, pour laquelle la confrontation avec l'Occident autour de la question de Taïwan est sans doute une question de temps. En revanche, d'autres puissances sont plus réticentes, par exemple l'Inde ou encore le Brésil, qui sont toujours dans une phase de développement et qui sont largement dépendants des investissements internationaux et notamment occidentaux. C'est-à-dire que l'Inde et le Brésil cherchent avant tout à ce que l'initiative des BRICS demeure une initiative économique. On peut faire un parallèle par exemple avec le Quad dans lequel est impliquée l'Inde, sauf que l'Inde restreint son application au Quad uniquement à une vision commerciale. C'est à peu près la même chose qui se passe dans le cas des BRICS, même si bien sûr le mouvement des BRICS, vu par ces pays, c'est-à-dire aussi bien par l'Inde que l'Afrique du Sud que par le Brésil, eh bien c'est aussi potentiellement sur le long terme quelque chose qui servira à faire peser de son poids son propre pays auprès de la communauté internationale et d'agir tel un futur G7. Mais pour le moment, ces pays-là pensent sur le court et le moyen terme. Il y a eu ce 23 juin 2022 le 14e sommet annuel des dirigeants des BRICS, et lors de ce sommet du 23 juin, la Russie a évidemment demandé à ses homologues un soutien et des liens économiques plus étroits pour contrer les sanctions occidentales. Les chiffres commencent à tomber et les échanges entre la Russie vers les pays des BRICS ont bien évidemment été décuplés cette année 2022. Cet appel de la Russie, il est difficile à estimer s'il a été respecté ou pas, car la réalité, elle se trouve souvent aux zones grises. On l'a dit, la Chine a une vision différente des BRICS, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud également. Et il ne faut pas oublier non plus que les BRICS ont pendant de nombreuses années promu cette vision politique de non-alignement, c'est-à-dire de non-ingérence dans les affaires extérieures, et notamment en l'occurrence entre grandes puissances. Vous comprenez bien. Grande puissance oblige, il y a forcément des ambitions qui débordent sur cette politique de non-alignement. Je pense par exemple à la Russie, je pense à la Chine, mais je pense également par exemple à l'Inde. Et c'est ce qui donne aux BRICS ce caractère assez particulier, c'est-à-dire qu'on est là dans un cadre d'une alliance qui est en lutte contre le G7, je schématise, qui cherche à promouvoir un ordre alternatif, une solidarité alternative, ou en tout cas des canaux et des flux commerciaux alternatifs, tout en respectant et en prenant consciemment en compte que c'est l'intérêt national qui est supérieur à l'intérêt commun de l'Alliance. Alors évidemment, les BRICS ne sont pas parfaits non plus, il y a beaucoup de défis, et par exemple, une des grandes difficultés, c'est de trouver des accords, et c'est notamment de penser cette évolution du modèle des BRICS. On a par exemple un grand défi économique en ce moment, c'est l'idée d'une monnaie basée sur les BRICS, ou en tout cas une alternative au système de messagerie interbancaire SWIFT, qui permettrait de contourner de fait les sanctions occidentales. Alors là, c'est une question de temps, mais c'est aussi une question d'intérêt. Qui a intérêt à contourner le système de messagerie interbancaire SWIFT? Évidemment, vous vous doutez bien que la priorité n'est pas la même pour tous les pays. Là, pour la Russie, c'est quelque chose de très prioritaire. Pour la Chine, d'un peu plus prioritaire.
pour l'Inde ou encore le Brésil, contourner le système SWIFT. Pour le moment, ils n'en sont pas encore là. Et tout cela va donc dépendre de la proposition de valeur que va pouvoir proposer par exemple la Russie, en exportant ses matières premières notamment. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Ce qu'on peut constater tout de même, c'est qu'au sein des BRICS, la politique de non-alignement entre les puissances membres semble en tout cas respectée, c'est-à-dire qu'il ne semble pas y avoir plus d'ingérence que ça. Par exemple, le Brésil est le seul à avoir voté pour condamner l'attaque de la Russie contre l'Ukraine lors d'un vote à l'ONU en mars. Mais il ne sanctionne pas la Russie pour autant. En fait, les pays des BRICS, ils ont profité de la volonté de la Russie de faire des affaires, principalement en important les matières premières russes, tout en restant ouverts au commerce et aux investissements occidentaux. En retour, l'énergie à prix réduit aide la Russie à s'attirer des soutiens. Par exemple, en juin, la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole brut de la Chine. L'Inde a multiplié par 50 ses importations de pétrole russe d'avril à juin, ce qui a fait de la Russie sa deuxième source de pétrole. Et enfin, le Brésil a accepté d'acheter du carburant diesel à la Russie à des prix inférieurs. A noter qu'il s'agit en plus de différents pays qui peuvent représenter un intérêt stratégique pour les États-Unis. Je pense notamment au cas de l'Inde, on en avait parlé en vidéo, mais aussi dans le cas du Brésil. Et tout cela, évidemment, limite la capacité de Washington à imposer des sanctions secondaires pour les empêcher, entre guillemets, d'aider Moscou. C'est ce qu'on avait expliqué dans notre vidéo sur l'Inde. Si l'Occident ou les États-Unis veulent sanctionner l'Inde de commercer avec la Russie, cela pourrait fragiliser l'Inde et donc entraîner un contexte international encore plus difficile et contre-productif pour la Russie qui ne pourrait plus exporter, mais aussi pour l'Occident qui se retrouverait à devoir gérer un monde qui devient ingérable. Alors un des grands sujets de discussion pour clôturer cette vidéo, c'est la fameuse extension des BRICS. Vous savez qu'il y a eu récemment des discussions qui sont en cours pour étendre les BRICS à l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, le Nigeria, l'Arabie Saoudite, voire même la Turquie. Alors vous remarquerez que parmi ces puissances, il y a de nombreuses puissances du Moyen-Orient, et bien tout cela fait bien sûr partie d'une stratégie intéressée de la part de la Russie qui cherche des débouchés à ses exportations dans la région du Moyen-Orient, mais qui aussi et surtout cherche également à pouvoir accroître son potentiel d'influence sur les nouveaux corridors, alors marchands ou énergétiques, qui sont en train de se former actuellement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Aussi, la plupart de ces pays sont importants pour les États-Unis et on se retrouve là dans le même cas de configuration de l'Inde, c'est-à-dire que ces pays sont moins susceptibles de subir des sanctions, donc la Russie en profite et les vise pour en tirer profit. Et ces interactions, elles visent aussi à montrer que la Russie est toujours engagée dans d'autres questions d'intérêt stratégique en dehors de l'Ukraine. Un point qui est assez intéressant dans cette extension des BRICS au Moyen-Orient, c'est que la Russie essaye d'influencer ces nouveaux corridors gaziers du Sud qui sont censés desservir l'Europe, puisque vous le savez, l'Union européenne cherche à diversifier ses flux, la porte avec la Russie s'est fermée, l'Europe de l'Est est maintenant une zone de tension et de conflit, Nord Stream a été détruit, l'embargo russe sur le pétrole va être effectif à partir de décembre 2022, donc tout cela font que certaines régions sont en train de gagner en importance. Et je pense notamment à l'espace méditerranéen ainsi qu'à l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, voire même à l'Asie centrale puisque le Kazakhstan va aussi devoir livrer de l'énergie. Or si l'Europe diversifie ses flux d'énergie, elle diversifie aussi ses problèmes qui pourraient intervenir dans les différentes années à venir. Tout ça, la Russie l'a très bien compris, et la Russie est donc en train d'avancer ses pions dans ces différentes régions pour justement influencer, au moins partiellement, ces nouveaux corridors gaziers et énergétiques qui sont en train de se former. Alors je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, la Russie a envoyé une délégation en Algérie en mai 2022 pour discuter d'une offre de construction d'un gazoduc pour transporter le gaz de l'Algérie vers l'Europe. En juin, la société d'État russe Rosatom a annoncé qu'elle commencerait à produire des équipements pour la première centrale nucléaire égyptienne à Dabaa. Il y a également cette initiative de corridor gazier avec la Turquie qui passerait par le Caucase. Il y a également cette route transcaspienne à laquelle pourrait éventuellement participer la Russie, etc., etc. En fait, les regards ils sont tournés vers l'Europe. Mais en réalité, la bataille géopolitique de demain, elle se joue davantage au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, voire même en Asie centrale. La Russie l'a bien compris, les États-Unis l'ont compris également, mais est-ce que l'Union européenne a compris cela ? Donc il ne sera pas non plus étonnant de voir un développement croissant de ces différentes puissances non alignées, et dans la plupart des cas, il ne serait pas étonnant que la plupart de ces pays rejoignent le mouvement des BRICS. L'Europe s'est tournée vers la région en tant que remplaçant potentiel de l'énergie russe,
La Russie vend son expertise et place ses pions pour contrôler partiellement ces nouveaux corridors. On en parlait en début de vidéo, vous vous souvenez, du manque de proposition de valeur de la Russie auprès des puissances non alignées. Et bien dans ce cas de figure, la proposition de valeur de la Russie, elle est intéressante pour ces pays. Elle délivre sa technologie, elle délivre ses compétences dans le domaine énergétique. On reviendra dans une prochaine vidéo autour de ce rapport entre BRICS, puissances non alignées, G7, etc., etc., puisque ce jeu d'alliance, c'est actuellement ce qui compose la géopolitique d'aujourd'hui, la guerre économique actuelle à l'échelle mondiale. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser un commentaire, une question, une suggestion, une critique, à mettre un j'aime pour phagocyter l'algorithme YouTube. On remercie également le partenaire de cette vidéo, Cambly. Ne sous-estimez pas l'apprentissage de l'anglais, ça peut vous ouvrir énormément de portes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre canal Telegram qui est très actif et très intéressant, c'est un bon supplément à la chaîne. La revue Terrabellum est bien sûr toujours disponible sur notre site internet, vous pouvez vous la procurer via le lien en description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.